commencer. 37 participants. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. J'espère que la connexion est bonne de mon côté. S'il y a du bruit un petit peu, mon voisin est en train de tondre, donc peut-être que la qualité audio sera pas aussi bonne qu'hier. Je vois qu'il y a beaucoup d'élèves qui quittent et qui reviennent, donc je suppose que vous avez des petites connexions de votre côté aussi. Je lance l'enregistrement, on ne sait jamais si un jour on me répond et qu'on m'explique comment je peux y accéder. Et on démarre. Allez, donc je démarre sur l'exercice 1. Donc c'était le canon de Paris. On l'a trouvé très très bien ce sujet parce qu'il permettait de faire de la mécanique qui est importante, la mécanique classique, celle où on utilise, pour ceux qui ont suivi mon cours, la première méthode et la deuxième méthode. Donc c'était très bien, ça permettait de faire le tour de toutes les compétences exigibles en mécanique sur ces deux méthodes-là. Alors, du coup, j'ai décidé donc de commencer sur cette copie d'élève-là. Alors, je suis désolée pour le nom. Hop, je le cache vite fait. Alors, donc, sur la première question, je vais essayer de passer d'une question à l'autre. On vous demande, donc on s'intéresse à l'expulsion de l'obus et on considère donc le système tube du canon plus obus. Attention, il y a bien marqué tube du canon, hein. Ce sera utile cette précision parce que certains ont lu canon au lieu de tube du canon. Donc c'est seulement le tube et l'obus et on vous dit que le système est pseudo-isolé. C'est-à-dire que l'ensemble des forces extérieures appliquées au système se compense. On n'est pas obligé de préciser ceci. Honnêtement, c'est censé être une connaissance que de savoir ce qu'est un système pseudo-isolé. Donc là, ils ont été bien sympas de vous dire que ça correspondait à des forces extérieures qui se compensent. Première question, comment varie la quantité de mouvement du système pendant cette phase de tir? Il n'y a pas marqué justifié. Donc pour tous ceux qui ont simplement répondu, vous auriez eu les points si vous aviez rendu la copie. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Par contre, il y en a qui l'ont fait en justifiant et ça apporte pas de points de plus, mais de toute manière, c'était nécessaire pour la question qui suivait. Donc, c'était important. Donc, regardez sur cette copie-là. On revoit du coup ce que pouvait être une réponse tout à fait parfaite. Le système est pseudo-isolé, c'est-à-dire qu'il est soumis à des forces qui se compensent. Cela veut donc dire, si j'applique la deuxième loi de Newton, que la somme des forces extérieures. Or, comme la somme des forces extérieures est nulle, cela implique que dP sur dt égale 0, et si la dérivée de P est nulle, ça veut dire que le vecteur P est constant. Alors attention, tiens, je vois là, j'espère que vous voyez aussi, il y a un tout petit problème de rigueur. Si on a un P vecteur à gauche du signe égal, on doit avoir un constante vecteur à droite du signe égal. D'accord? Donc attention, ce genre de choses ne va pas vous enlever les points parce que vous savez qu'on a très peu de points à partager. Donc ici, on a 0,25 sur cette question-là. Forcément, si on commence à enlever 0,25 là, c'est gênant. Par contre, si c'est récurrent dans la copie, on va finir par enlever ce 0,25 quelque part. Donc du coup, voilà la réponse, alors du coup presque parfaite au vecteur près que l'on attendait. Pour ceux qui ont mis la quantité de mouvement est constante, eh bien ça suffisait, d'accord? Certains profs insistent pour écrire le vecteur quantité de mouvement est constant. J'ai bien regardé dans le programme, hein, il dit conservation de la quantité de mouvement, donc on ne peut pas non plus trop vous reprocher si vous avez oublié de mettre vecteur. Mais effectivement, d'après la deuxième loi Newton, c'est le vecteur P qui est constant. Donc, on passe à la question suivante. Vous m'interrompez à chaque fois que vous avez une question, bien sûr. En déduire la vitesse de recul du tube lors de l'expulsion de l'obus. Donc, il faut en déduire, on attend de vous un raisonnement. Et alors là, beaucoup ont carrément oublié comment on utilise le principe de conservation de la quantité de mouvement. Donc ici, c'est bien fait. Avant l'expulsion de l'obus, on nous dit que le système est immobile, évidemment. Donc si j'applique ce que je viens de dire à la quantité de mouvement, puisque P égale mv, l'ensemble tube plus obus est immobile, donc P égale 0. D'accord? Donc P 0, donc à l'instant t égale 0, est nul. Or, la quantité de mouvement étant constante, c'est ce que vous avez dit dans la question précédente, eh bien, on a la quantité de mouvement à n'importe quel instant qui est égale à la quantité de mouvement à l'instant t égale 0. Comme elle est égale à 0, eh bien, P égale à 0, quel que soit t.
D'accord? Donc ça, c'est vraiment important et certains, le passent sous silence. Donc forcément, il y a un 0,25 qui part. D'accord? Donc P0, c'est la quantité de mouvement avant le tir et P, la quantité de mouvement après le tir. Et là, ce qui nous intéresse, c'est au moment de l'expulsion de l'obus. Donc, on applique ça de manière rigoureuse en disant que la quantité de mouvement du tube du canon plus de l'obus est égale à 0 et c'est égal à l'expulsion. Je peux décomposer la quantité de mouvement en deux. Il y a effectivement deux contributions, celle du tube de canon et celle de l'obus. Donc, c'est la somme de MT-VT pour le tube de canon et MOVO pour l'obus. De là, j'en déduis l'expression littérale de la vitesse du tube au moment de l'expulsion. Donc, c'est bien de passer par l'expression vectorielle. Il y en a plein qui ne sont pas passés par l'expression vectorielle. Moi, j'aime bien parce que de toute manière, on ne peut pas arriver à ça si on n'a pas écrit ça avant. Le signe moins, il est intéressant. Peut-être que là, moi, j'aurais rajouté eh bien, le tube du canon à une vitesse opposée à celle de l'obus. Hein. Donc, le tube de canon va partir sur l'arrière. Alors, Lucas, je vois que tu demandes la parole, sauf que je ne sais pas la donner. Alors, je veux bien cliquer sur ton nom, mais quand je clique sur ton nom, quand je clique ici, il ne se passe rien du tout. Donc, en fait, je ne sais pas résoudre ce problème. Ok, Gauthier, un problème de son, visiblement. Allez, je continue. J'espère que ça va. Je suis désolée pour la demande de parole. Visiblement, ça ne fonctionne pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le son. Peut-être passer. Oui, de toute manière, on n'a pas le choix que de passer par le chat écrit, mais c'était pour simplifier vos prises de parole hein, plutôt que d'écrire sur des téléphones, c'est parfois pas moins évident. Donc j'enlève l'audio du coup, puisqu'il ne sert à rien aujourd'hui. Très bien, je souhaite la bienvenue aux 58 élèves qui sont connectés, à ceux que je n'ai pas encore salués. Donc j'espère à vos questions, n'hésitez pas donc à intervenir par écrit. J'essaierai de penser à regarder à la fin de chaque question. Alors, donc je reprends. J'en étais ici. Donc oui, je vous parlais de l'expression vectorielle. Attention, quand on passe de l'expression vectorielle à l'expression sans les vecteurs, il faut évidemment enlever ce signe moins. Hein, d'accord? Une vitesse ne peut pas être négative. Et sur certaines copies que j'ai corrigées, j'ai vu ce signe moins avec un V égale moins quelque chose. Et puis l'élève derrière dit, oh oui, la vitesse étant pas négative, il s'enlève le moins comme ça. Donc ça manque de rigueur, forcément, ça enlève un petit 0,25. OK, donc là, c'est impeccable. Ce qu'il aurait manqué entre ici et là, c'est écrire l'expression littérale avant de passer à l'application numérique, c'est-à-dire VT sans le vecteur égale MO sur MT VO. Donc ensuite, hop, je fais, pardon, c'est chez moi que ça sonne, tant pis, je fais l'application numérique et je trouve 1,68 mètres par seconde. On ne peut pas simplement mettre le moins devant le vecteur. Si, tu peux mettre le moins devant le vecteur. Mais si tu enlèves le vecteur, il ne faut plus mettre le moins. J'oublie même en maths, les flèches d'équivalence s'utilisent quand? De quelle flèche d'équivalence parles-tu? De ce genre de choses-là? Oui. Alors, je ne parle même pas de ça. Je ne sais pas s'il y a un formalisme particulier pour les maths. Moi, ça ne me gêne pas de mettre ce genre de choses-là. Je ne le regarde même pas, à vrai dire. D'accord? Donc, que ça y soit ou que ça y soit pas, pour moi, ça ne change rien du tout. OK? Ça marche. Donc, du coup, on arrive à la vitesse de recul de 1,68 mètres par seconde. Attention, il y a encore des élèves en terminale S qui perdent des points parce qu'ils m'écrivent mètres seconde. Ça ne passe pas, c'est rédhibitoire. Donc, je crois qu'il y a certains sur des copies qui arrivent à perdre 0,75 parce que systématiquement, sur l'unité de la vitesse, ils se plantent. Là, je crois que j'ai eu une erreur. Hein. J'ai vu sur les copies que j'ai corrigées, quelqu'un avait pris la masse du canon tout entier. Donc attention, c'est bien ce que je disais en début de ma classe virtuelle, c'est le système que l'on considère, hein, c'est le tube du canon. Donc on ne prend pas la masse du canon entier, c'est ici, c'est le tube qui va reculer, pas le canon intégralement. Le tube est mobile par rapport au canon. Donc voilà, j'ai la vitesse, très bien.
On continue, on passe à la question d'après si tout le monde suit encore, ça marche. Quelle serait cette vitesse si le tube était 10 fois plus léger? Alors, il est important de donner la valeur numérique puisqu'on demande que vaut la vitesse. Donc, à ce propos-là, vous voyez 10 fois plus léger, on vous a mis entre parenthèses 10 tonnes. Ça veut dire que ceux qui ont considéré ici, qui ont pris la masse du canon dans la question 1-2, c'est-à-dire 750 tonnes, là, ils se disent, mince, j'ai raté un truc, 10 fois plus léger, ça fait 10 tonnes. Ça veut dire 100 tonnes. Bon, ça, c'était une parenthèse. Donc, s'il est 10 fois plus léger, eh bien, j'y retourne. S'il est 10 fois plus léger, au lieu de diviser par 110 puissance 3, je vais diviser par bien sûr quelque chose de 10 fois plus grand. Attention toutefois à ne pas oublier la deuxième question. Il y en a une, il y en a deux. Il y a forcément donc deux barèmes attribués à ces deux questions différentes. Justifier la masse importante du tube du canon de Paris. Mais on attend une petite phrase de conclusion. La masse importante du tube de canon lui permet d'avoir une vitesse de recul moins importante. D'accord? Donc, s'il n'y a pas la phrase de conclusion, forcément, on enlève 0,25, même si ça paraissait évident et que la question est super simple. Alors, j'ai mis que la vitesse était inversement proportionnelle à la masse du tube. Oui. Est-ce que Tanguy, tu as rajouté en plus ta valeur de vitesse, hein? On attend dans cette question que la vitesse est 10 fois plus grande, donc 16,8 mètres par seconde, et on attend une phrase de commentaire, de conclusion. Donc, Tanguy, moi, ça irait ce que tu m'as mis. On ne prend pas les 750 tonnes du canon complet, Victor, je viens de l'expliquer, parce que deux choses déjà. Non, une seule chose. Ici, on considère que le système, c'est le tube du canon plus l'obus. D'accord? Donc, il est écrit quelque part dans l'énoncé, par là, voilà. Le tube du canon mesure 36 mètres et pèse plus de 100 tonnes. Donc, vu que le système, c'est le tube de canon, la masse que tu dois prendre, c'est 100 tonnes. Et comme j'expliquais, ce qui va subir le recul ici, c'est le tube du canon. La grosse, le support ici, d'accord, sera fixe, c'est le tube du canon qui va supporter un recul. C'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi, Victor. On est d'accord. Expulsion de l'obus. Donc, c'est vraiment important. C'est le principe de conservation de la quantité de mouvement. Sur les copies que j'ai corrigées, on va dire que ce n'est pas 100% acquis. J'imagine que donc, ce n'est pas quelque chose de difficile. On l'a déjà vu, par exemple, avec des boules de billard. Je vous encourage à refaire un sujet de bac si ce n'est pas clair pour vous. Donc, une fois qu'on l'a, que ce soit une fusée, que ce soit un obus, que ce soit des boules de billard, le principe est toujours le même. Et on atteint toujours la même expression vectorielle ici. Ok, donc maintenant, j'enchaîne sur la question suivante, la trajectoire de l'obus. Donc, cette fois, on a changé de système. On s'intéresse seulement à l'obus. Ok. Alors, je change de copie. Je vais prendre celle-ci. Alors, dans cette question-là, il est demandé, premièrement, en utilisant une loi de Newton, ça veut dire qu'on vous demande bien sûr de préciser laquelle, déterminer les coordonnées du vecteur accélération de son de tout, elle doit s'éloigner un peu, je vous assure que je ne bouge pas. Donc, en termes de son, je ne bouge pas, j'espère que tout va bien. Je n'ai pas l'impression que j'ai un problème de connexion de mon côté, parce que autant hier, l'image pouvait sauter, autant là, rien ne saute. Donc, pour moi, je dirais que le problème vient de vous. Votre voix saute, ok. Bon, je chevrotte. Ok, bah si ça a l'air général, ça viendrait peut-être de moi. Bon, je suis désolée. Je suis désolée, j'espère que ça compromet pas trop votre compréhension. Oui, il y aura une correction. Effectivement, Lucas. Ceux qui ont des problèmes de connexion peuvent éventuellement effectivement quitter la session. Aucun intérêt si ça saute tout le temps. Je vous fais passer, dès que j'ai fini cette classe virtuelle, je vous mettrai la correction, donc soit sur le NT, soit sur WhatsApp. D'accord? Alors moi, l'image, je l'ai toujours, Dorian. Donc de mon souci, je n'ai pas de souci. Allez, je reviens. Je continue. Donc sur la question 2.1, on vous demande donc d'utiliser une loi de Newton que l'on précisera, déterminer les coordonnées du vecteur accélération. Donc c'est la méthode classique. Je change de copie. Voici ce que
attend de vous. Nous avons mis 0,25 points pour définir le système, le référentiel et faire le bilan des forces. Donc ici, une fois que l'obus est expulsé, bien sûr, il est soumis qu'à son poids. On est donc dans une situation de chute libre. C'est bien de préciser que le référentiel est terrestre et qu'on considère qu'il est galiléen. Ça va justifier l'emploi de la deuxième loi de Newton qui n'est, rappelez-vous, utile que dans un référentiel galiléen. Donc on y va, somme des forces extérieures des P sur des T. C'est bien de faire ce passage-là pour dire que P, c'est mv. D'accord. Ensuite, je décompose la dérivée d'un produit, c'est la somme de ce que vous avez là, UV' égale UV plus UV'. C'est important de dire que ce membre-là disparaît parce que dm sur dt égale 0 parce que m est une constante. Là, ça manque. Je pense que c'est ce que j'ai mis dans le corrigé de cette copie. Pourquoi ce membre-là est nul? Il faut marquer car m égale constante. Donc, du coup, il ne nous reste plus que ceci. dv sur dt fois m égale p. Alors là aussi, ce que j'ai mis sur cette copie-là, est-ce que vous voyez le problème? On a un petit souci ici. Regardez là, regardez là. Je n'ai pas de retour. Donc, ce qui est dérangeant, pareil, je n'ai pas enlevé 0,25, mais j'ai fait la remarque à l'élève. Son P qui représente donc les forces extérieures, effectivement, Franck, la majuscule, ce P qui représente le poids est en train de devenir un P minuscule. Très bien. Donc, franchement, OK, l'évaluateur ne se perd pas, il sait, mais l'élève lui-même peut se perdre et finalement remettre un M fois V ici parce que tiens, il voit que c'est la quantité de mouvement et plus le poids. Donc, faites attention à être super rigoureux. Donc là, il manque M égale constante et là, il me faut un P majuscule. Donc, du coup, on arrive à ceci. Mg égale Ma, donc A égale G, ce qu'on a toujours vu dans le cas d'une chute libre, le raisonnement est toujours le même. Alors, je continue. Alors, j'ai choisi cette copie parce que c'était très bien fait, c'est lisible, on y voit bien, c'est clair. Donc, on projette, rappelez-vous, le vecteur sur les axes du repère. Et donc, on a deux axes, X et Y. Hein, si je reprends ici X, Y. Donc, comme G est le vecteur de la pesanteur, il est vertical. Je sais qu'en projetant G sur l'axe X, il n'y a pas de composante, ce sera donc 0. Et en projetant G sur l'axe Y, j'aurai un moins G parce que G est vers le bas alors que l'axe OY est vers le haut. Donc, voici ce à quoi vous aboutissez. D'accord? Donc, on a tous les points de la question. Je ne me souviens plus pour ceux qui ont eu le corrigé, je crois que c'était sur un point, cette question-là. Et on continue, vous voyez qu'on décompose ce que nous, on a l'habitude de faire en une fois. Donc là, maintenant, une fois qu'on a les coordonnées de A, on me demande d'enchaîner sur les coordonnées de V et d'en déduire les équations horaires. Donc ça aussi, j'ai vu que sur les copies que j'ai corrigées, c'était de mieux en mieux. Je vous encourage à tous profiter de ces temps-là pour essayer à nouveau de retravailler sur cette méthode-là. C'est quelque chose d'extrêmement classique qui ressort très souvent, donc c'est dommage de perdre des points, surtout qu'une fois qu'on l'a acquis, c'est ultra facile. Donc, A égale dV sur dt, c'est important de rappeler ça. Sans ça, je ne peux pas écrire ceci. Donc, si vous ne l'avez pas mis, vous perdez 0,25. Donc, il y a 0,25 là-dessus. Ensuite, forcément, donc puisque l'accélération, c'est la dérivée de V. Eh bien, quand je vais dériver V, il faut que je retrouve l'accélération. OK? Donc, qu'est-ce qui donne 0? C'est une constante. Qu'est-ce qui donne moins G quand je dérive? Attention, par rapport au temps, c'est moins GT plus C2. N'oubliez pas les constantes. C'est bien de leur donner des noms différents. J'ai vu un élève qui met constante, plus constante, OK. Donc, ce n'est pas possible d'avoir tout le temps le même nom pour la constante, puisqu'elle n'aura pas la même valeur. Donc ensuite, pour trouver ces constantes, je me mets à t égale 0. Donc je regarde ce que je sais sur que j'ai 0, avec une vitesse non nulle. Forcément, je viens de projeter l'obus, donc il part avec une vitesse qui a ici cet angle alpha avec l'horizontale. En projetant V0 sur l'axe OX, c'est le cosinus que l'on va utiliser, puisque le cosinus fait intervenir le côté adjacent. Et en projetant sur l'axe Y, c'est le sinus, puisque c'est le côté opposé, puisque l'angle alpha va se retrouver là. OK? Donc ça, j'espère que c'est bon pour tout le monde.
Donc, on a V0 cos alpha pour le V0x, V0 sin alpha pour le V0y, et donc du coup, j'aboutis aux coordonnées de la vitesse en fonction du temps. Vous pouvez montrer où se retrouve l'angle alpha? Oui, ça marche. Alors, regarde, tu as deux façons d'y arriver. Là, j'ai alpha, donc pour avoir le V0x, donc ici, sur cet axe-là, je vois que c'est le côté adjacent. Si je veux maintenant le V0y, il y a deux façons de le faire, de le voir. Soit je reste dans ce triangle-là, regarde, OK. Si je reste dans ce triangle-là, ben, le V0y, il est là. Et par rapport à alpha, qui est là, c'est le côté opposé. OK? Donc, c'est simplement le côté opposé. Donc, ce sera forcément le sinus, puisque j'ai le côté, je cherche le côté opposé et j'ai l'hypoténuse. On peut aussi le voir dans ce triangle-là. Et dans ce triangle-là, vous avez des angles alternes internes. Le alpha est ici. Je vais pas tracer. OK, j'espère que c'est bon, que c'était clair, Louis-Santa. On continue? OK, ça marche. Donc, maintenant que j'ai exprimé la vitesse, il me faut les coordonnées de la position. Donc, je rappelle bien sûr que V égale DOM sur DT. Là aussi, vous avez 0,25. Si vous n'avez pas précisé ceci, vous les perdez. Ce qui permet donc justement de justifier le passage de ces lignes-là à ces lignes-là. Là aussi, c'est important de dire que quand je dérive ici, je vais retrouver la vitesse. Donc, ça fait V0 cos alpha T plus une constante. Il ne faut jamais oublier vos constantes. Si vous n'avez pas mis les vous perdez encore 0,25 parce que c'est trop facile de dire oh, ben voilà le résultat qui est donné dans l'énoncé. Donc, il faut le montrer, ce résultat-là. Donc, on introduit les constantes et on se dit que valent ces constantes-là? Je cherche donc du coup où que vos x, que vos y à t égale 0. Je cherche donc où est l'obus à t égale 0. Mon obus, il part de l'origine du repère. Donc, x et y valent 0 à cet instant-là. Et donc, j'ai déterminé les équations horaires du mouvement et je trouve ça me satisfait pleinement et ça me rassure ce que l'on attendait ici. D'accord? Ok, pas de questions, je continue. On va déduire l'équation de la trajectoire y en fonction de x. Ça aussi, pas de souci là-dessus. Je pense que la plupart d'entre vous sait faire. La méthode est toujours la même. De l'expression x de t, vous allez isoler t, le temps. Donc, vous divisez ici par V0 cos alpha, V0 cos alpha. Ça se simplifie de ce côté, il reste que t. Donc, t égale x sur V0 cos alpha. Et vous injectez ça dans le y de x qui devient maintenant un y de t. Donc, à chaque fois que vous aviez un y, pardon. Ah oui, tiens, d'ailleurs, il y a une petite erreur là, du coup. Vous isolez donc le t, vous le réenclenchez, vous le réinjectez dans le y de t qui devient un y de x. Donc, il y a une petite erreur là que je n'avais pas vue. C'est un y de x maintenant. Donc, voilà, vous n'oubliez pas, on met au carré, du coup, on enlève la parenthèse, on met tout ce qui est constante ensemble, c'est mieux, et on isole le x carré, on le laisse tout seul. Là, on se rend compte qu'on a du V0 en haut, en bas, ça se simplifie. Le sinus sur le cosinus, il y a certains élèves qui me l'ont laissé comme ça, on ne vous en veut pas. Il y en a d'autres qui ont mis tangente alpha, c'est bien de s'en souvenir. Voilà, en tout cas, l'équation de la trajectoire. Et attention, donc, à l'élève ici, il aurait dû mettre y de x égale. Voilà pour l'équation de la trajectoire, que 0,25 pour ça, parce que ce n'est pas compliqué. Je continue, toujours pas de questions. Vérification des données du mouvement. En utilisant la question 2.2, c'est-à-dire les équations horaires, déterminer la durée du vol et la portée théorique. Il y a donc deux questions. Attention, on attend de vous deux calculs, deux résultats encadrés par exemple. Donc, déterminer la durée du vol, la portée théorique. On vous rappelle ce qu'est la portée théorique, c'est la distance entre le canon et l'endroit où le but touche le sol. C'est donc cette distance-là. D'accord? Donc, on vous demande la durée du vol et la portée. Donc, pour trouver la durée du vol, on va se dire à quel moment il touche le sol, en fait. Donc, à quel moment Y vaut 0. C'est ça qui détermine la fin du vol. Quand est-ce que Y est nul? Donc, je reprends ma copie, pas celle-là parce que c'était faux. Je vais aller sur celle-ci. Alors là aussi, elle s'était trompée. Je vais tout au bout. Ça a été fait à la fin de la copie. Et on y est. Voilà. Donc, je cherche à résoudre y de t égale 0.
Donc, je prends mon équation A hein, de la question 2,2, donc ce que j'ai trouvé ici, et je cherche à résoudre y égale 0. Attention, il y en a qui n'écrivent pas ceci. C'est très important. C'est la phrase de base à mettre. C'est-à-dire, il y en a, ils se lancent directement dans les calculs, on ne voit même pas le 0 apparaître et direct, ils arrivent là-dessus. On ne pourra pas mettre tous les points si vous avez fait ça. Donc, vraiment, il est important de montrer que vous avez compris le problème. Je cherche y de t égale 0. Donc, regardez, il y en a qui se sont embarqués dans le calcul du discriminant avec b carré moins 4ac. Or, ici, une équation du second degré, certes, mais très simplifiée, regardez. Vous pouvez mettre t en facteur. Il n'y a pas de troisième membre. Et donc, si je mets t en facteur, vous vous retrouvez avec un produit qui est égal à 0. Si un produit est égal à 0, bah, soit A 0, soit B égale 0. Donc, soit T égale 0, c'est effectivement le moment où l'obus quitte le tube du canon. Donc, ce n'est pas le moment que l'on cherche. Soit c'est ce membre-là qui est nul. Donc, on résout cette équation que vous savez tous faire, toute simple. Donc, on fait passer V0 sinus alpha de l'autre côté, on divise par 1 demi de G et ça conduit à cette relation-là pour T. Donc, je vais calculer T en utilisant les valeurs données dans l'énoncé, le 1600 pour la vitesse initiale, 50 pour l'angle et vous trouvez 250 secondes. Alors là, on peut critiquer quelque chose. Est-ce que quelqu'un me dit ce que l'on peut critiquer? Éventuellement, critiquer mais pas enlever des points. Je vous ai dit que pour enlever des points à ce niveau-là, il faut vraiment que ce soit sur toute la copie. Non, je n'ai pas de retour. Chiffre significatif, parfait. D'accord. Combien vous en mettriez des chiffres significatifs? 1, 4, 2, 2. Combien j'en mettrai? Alors, j'ai du 2 et j'ai du 1. J'ai fait exprès de vous dire 1 ici. Alors, est-ce que celui-ci fixe le nombre de chiffres significatifs? Non, bien sûr, hein, parce que ça vient du 1,5 qui est ici. Donc, c'est un nombre infiniment précis. Ce n'est pas le résultat d'une mesure. Donc, ce n'est pas cette valeur-là qui fixe le nombre de chiffres significatifs. Par contre, oui, V0, c'est la vitesse mesurée à l'instant t égale 0. 50, c'est l'angle qui est donc issu d'une mesure, 9,8, intensité de la pesanteur. Donc, deux chiffres significatifs. Donc, on l'écrirait 2,5, 10 puissance 2. Très bien. Donc, on a la durée du vol, parfait. Et je vous rappelle qu'on n'a pas fini de répondre à la question puisque la suite était calculer la portée théorique. Donc ici, que vaut x finalement quand t égale 250 secondes? D'accord? C'est ça la question. Donc, c'est tout simple puisque à nouveau, je vais utiliser à nouveau la valeur de x obtenue dans l'équation horaire. X de t, c'est V0 cosinus alpha t. Donc là, l'élève a décidé de faire x à 250 moins x à 0. Ce n'est pas utile, puisque je sais qu'au départ, l'obus part de la position d'origine. Donc, vous faites x de 250, tout simplement. Vous cherchez l'abscisse qui correspond à t égale 250, la durée de la chute. Et donc, vous faites ceci, vous remplacez et vous trouvez 257 km. Donc, vous avez une portée théorique de 257 km. Pas de questions là-dessus? Je continue. La question 3.1 est faite. Pour l'instant, à mon point de vue, il n'y a pas de difficulté. C'est vraiment extrêmement classique et c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet aussi. C'était voir vos compétences sur des questions de base. Alors, la 3.2, déterminer l'altitude théorique maximale atteinte par l'obus, connaissant l'expression de la composante verticale de la vitesse. On vous la donne. C'est-à-dire que pour ceux qui ne seraient pas arrivés à démontrer ceci, qui n'aurait donc pas le VY, eh bien on vous le donne, ça ne vous empêche pas de faire la suite. C'est souvent le cas dans les sujets de bac. Donc, il faut trouver l'altitude maximale atteinte par l'obus. Puisqu'on me dit d'utiliser ceci, c'est que j'en ai besoin. Donc, on est en train de me donner un gros indice. On me donne la piste à suivre. Et donc, je me dis que quand je suis ici, en haut de la trajectoire, puisque c'est ce qui m'intéresse, qu'est-ce qu'on peut se dire de la composante VY de la vitesse? Donc, vous voyez, le vecteur vitesse, rappelez-vous, il doit toujours être tangent à la trajectoire. Si je fais donc le vecteur vitesse au sommet de la trajectoire, il va être horizontal, comme ceci. D'accord? Je n'ai donc pas de composante de la vitesse suivant Y à cet instant-là. Juste, ce n'est valable qu'au sommet de la trajectoire. Donc,
je vais pouvoir écrire, pareil, mon point de départ. C'est très important que l'évaluateur voit que vous avez compris le problème. Vy de t égale 0. Et après, bah, juste à résoudre. Donc là, l'élève est parti avec sa propre équation horaire, pas ce qui est donné dans le sujet, c'est très bien. Donc moins 9,8t, plus ça, etc. Ce que je pourrais critiquer ici, là, c'est qu'on n'a pas eu d'expression littérale, c'est dommage. D'accord? Inutile de mettre les valeurs tant que je n'ai pas isolé t, puisque c'est ça la question qui est posée. D'accord? Donc, il aurait fallu d'abord écrire t égale sinus alpha fois V0 sur G, et ensuite remplacer par les valeurs. À nouveau, on peut critiquer les chiffres significatifs ici. Donc, deux chiffres significatifs, 1,3 10 puissance 2. Et donc, on vous demande, rappelez la question, déterminer l'altitude théorique. Donc, une fois qu'on a déterminé l'instant où l'obus est au sommet de sa trajectoire, on en déduit l'altitude en faisant y de t égale, on reprend l'équation horaire, moins 1 demi de gt carré plus V0 sinus alpha t, et on fait ensuite une application numérique. Et ici, on a un bon nombre de chiffres significatifs, 2 chiffres significatifs, 77 km. La dernière question est expliquer l'écart existant entre les résultats théoriques obtenus dans les 2 questions précédentes et les données du document. Alors là, j'ai été sympa sur la notation. J'ai pas sanctionné si vous n'aviez pas fait de saisie d'infos. C'est vrai qu'il est intéressant d'aller comparer avec, ben voilà, nous, on a trouvé du 77 km à l'apogée quand eux annoncent du 42 km. On a trouvé du, je me souviens plus combien on a trouvé, vous qui suivez, vous l'avez peut-être. Combien on a trouvé? Bref, je ne l'ai pas. La portée, je crois que c'était 200 km, donc ici c'est 126. Donc effectivement, on est loin des données. 272, merci. OK, ou 257, bref. On est loin des données. Donc forcément, il faut trouver une solution. Attention, hein, je vous ai déjà dit que quand vous aviez un écart aussi important, il ne faut pas se contenter de dire que c'est dû à l'incertitude de mesure. Hein, d'accord? Voilà, on n'a pas tenu compte des frottements. C'est bien sûr ce qui explique cette différence au niveau des résultats théoriques par rapport aux données de l'exercice. OK? Donc surtout pas incertitude de mesure. On peut effectivement utiliser cet argument quand on est, je sais pas, on a 2% d'erreur, 3% d'erreur. Là, c'est pas du tout le cas, hein, c'est du simple au double, par exemple en termes de portée. Donc voilà pour cet exercice. Mon conseil pour tous ceux qui, tous ceux qui avaient quelques détails à améliorer, prenez en note pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et donc progresser. Tous ceux qui ont eu plus de mal, vraiment j'insiste, donc maintenant que vous l'avez fait, essayez d'ici 2-3 jours de sous les yeux. Et une fois que vous aurez fait ça, recorrigez-vous pour voir si jamais vous avez, j'espère bien sûr, progressé, il n'y a pas de raison. Et ensuite, on essaie de faire ça sur un sujet inconnu pour voir si on est capable de, dans une situation inconnue, reproduire ces réflexes-là, qui peuvent devenir des réflexes. Allez, j'enchaîne. Et donc là, forcément, ça n'arrivera pas le jour du bac que vous ayez 100% de mécanique en physique. Hein. Là, c'était notre choix parce que bien sûr, on voulait vous tester sur cette notion-là alors qu'on avait déjà fait effet Doppler, diffraction, interférence dans le devoir commun. Donc là, ça nous a arrangé de vous interroger sur les satellites. C'était important pour nous parce que c'était une notion de cours qu'on venait tous de finir. Et on a pris un sujet qui était vraiment là aussi extrêmement classique, d'accord? Donc il ne devait pas vous perdre, vous déboussoler parce qu'il s'appuyait vraiment sur ce qui avait été fait en classe. Donc faites attention, une fois que vous avez fait ce sujet, refait s'il y en a besoin, eh bien essayez d'aller en faire d'autres sur ce type de contenu pour voir si vous êtes au point quand c'est un petit peu moins classique, on va dire. Allez, donc exercice 2, mission Rosetta. Donc je passe sur le blabla. L'histoire, c'est que donc on a une comète donc qui orbite autour du Soleil, bien sûr, et on a envoyé une sonde Rosetta. Donc c'était il y a quelques années, peut-être que vous en souvenez, c'était super intéressant. Donc on a envoyé une sonde étudier donc cette comète à son approche, et on a même largué donc Philae, un atterrisseur qui est allé sur la comète. Donc c'était une prouesse technologique déjà impressionnante. Alors donc,
on passe sur, tout le blabla machin, on vous parle d'unité astronomique. On a un petit peu simplifié le sujet, hein, si vous allez voir sur Labo Lycée. On a enlevé 2-3 questions qui vous faisaient faire des calculs avec les unités astronomiques. Donc on ne voulait pas vous perdre, donc on a enlevé ces questions-là. Donc pour ceux qui sont un petit peu curieux, essayez d'aller faire les questions qui manquent pour voir si vous auriez su répondre. Alors, représenter la trajectoire de la comète autour du Soleil en précisant les positions du Soleil, de l'aphélie, du périhélie. Clairement, pour moi, c'est 0,5 points qu'on vous donne ici. Sur les copies que j'ai corrigées, tout le monde n'a pas eu ces points-là. D'accord, je le déplore parce qu'il n'y avait rien de difficile. Du coup, je ne sais pas si je vais faire avec cette copie-là, je ne me souviens plus. Ok, allez, on va partir sur cette copie-là. Donc voilà ce qu'on attend de vous, hein. On veut une trajectoire elliptique, c'est ce qui est précisé dans l'énoncé. Donc quelque chose qui ressemble à une ellipse, s'il vous plaît, hein. Là, on dirait plutôt une noix, donc il faut arrondir un peu plus. On ne va pas vous embêter avec ça, surtout que j'ai vu certains qui m'ont fait des patates, mais complètement pas symétriques. Donc on ne vous demande pas d'aller prendre l'histoire de la ficelle et des 2 punaises, hein, loin de là. Ce qui a été fait là convient très bien. Ceux qui ont fait un truc un peu plus à l'arrache, essayez d'améliorer quand même, parce que voilà, ça, plus un manque de vecteurs, plus etc. Je vous répète, ça peut finir par vous coûter un petit 0,25. Alors, donc, on a une trajectoire elliptique, on a le Soleil qui n'est pas au centre. Pensez-y, c'est la première loi de Kepler qui dit que le Soleil est situé à l'un des foyers de l'ellipse. Donc, vous le faites décaler, soit à gauche, soit à droite, et vous devez nommer que le point de la trajectoire qui est situé au plus près du Soleil s'appelle le périhélie. Attention, c'est pas là, donc le périhélie. Et pour ceux qui auraient oublié ces noms-là, on vous les rappelle ici. Périhélie, distance au plus près du Soleil. Donc, vraiment, pas d'excuses si vous n'avez pas su le faire, c'est dommage parce que tout était donné. Donc Soleil, périhélie, aphélie, voilà pour avoir 0,5 points. La question suivante. Expliquez en utilisant une des lois de Kepler. Donc là aussi, on attend de vous que vous citiez la loi de Kepler, hein. Il faut préciser laquelle. Non, non, Romy, il ne fallait pas le faire avec l'échelle. Franchement, effectivement, je crois effectivement avoir vu une copie ou deux sans embêter à faire à l'échelle, ce n'était pas demandé. D'accord? Représentez la trajectoire, il n'y a pas marqué représenter précisément où vous indiquerez l'échelle utilisée. Donc, question suivante. Pourquoi la vitesse de la comète n'est pas constante sur sa trajectoire? Donc ça, il faut expliquer pourquoi en utilisant Kepler. Donc, on attend de vous que vous donniez Kepler. On attend de vous que vous expliquiez. Et il y en a beaucoup sur les copies que j'ai corrigées qui n'arrivent pas à expliquer, qui disent, bon, bah, du coup, voilà, la vitesse n'est pas constante. Ce n'est pas une explication, on va voir comment on peut faire. Ensuite, il y a bien marqué, on complétera le schéma précédent. Donc, je suis à 3 choses. Kepler, explication, compléter le schéma. Donc, pour moi, j'en suis à 3 fois 0,25 déjà. Et ensuite, dernière question, préciser sur ce même schéma. Sur ce même schéma, il faut préciser la position de la comète pour laquelle la valeur de sa vitesse est la plus grande et justifier. D'accord? Donc, on attend 5 éléments de réponse sur cette question-là. Et bien souvent, vous lisez les questions trop vite et vous oubliez une partie. Et donc, c'est trop dommage de perdre 0,25 points sur quelque chose que vous auriez su faire. Alors, la loi de Kepler, déjà, que l'on va utiliser, c'est forcément la deuxième loi de Kepler. Il faut les avoir en tête, hein, les savoir par cœur. Là, elle a été récitée de manière parfaite, il me semble. Le segment de droite reliant les centres de gravité du Soleil et de la planète, ça aurait été bien de s'adapter à la situation. Donc là, ça aurait été mieux de mettre et de la comète. Balayer des aires égales pendant des durées égales. Donc, je prends 0,25 parce que j'ai bien fait un schéma où je vois des aires, d'accord, assurées, qui me disent donc elles sont censées être égales. Je prends 0,25 parce que j'ai cité la deuxième loi de Kepler et j'ai su la réciter correctement. Ensuite, je lis la suite. Or, la trajectoire de la comète est une ellipse, non un cercle. Sa vitesse n'est pas constante. Alors, s'il n'y a que ça, ce n'est pas une explication pour moi. Pour moi, ça ne suffit pas. Donc, je n'ai pas mis les points à ce stade-là. Mais regardez, on va la voir par la suite. La comète va plus vite à la périhélie. Attention, c'est au périhélie. Les deux aires assurées sur le schéma sont égales et balayées pendant la même durée. Mais la distance D1 parcourue à l'aphélie est plus courte que la distance D2 parcourue au périhélie. Or,
Vu que ces distances ont été parcourues pendant la même durée, forcément la vitesse doit être plus grande au périhélie. D'accord? Donc j'attendais vraiment cette notion-là. Il fallait préciser qu'effectivement, les aires étant égales, cette distance-là étant plus grande qu'ici et que la durée étant la même, eh bien forcément la vitesse est plus grande. Voilà ce qu'il fallait dire. Et attention, il faut préciser sur le schéma, ce n'est pas fait ici. Il fallait préciser que la vitesse est la plus grande ici. Donc il faut mettre, je ne sais pas, une croix, un point, mais il faut le préciser sur le schéma. C'est important, c'est une information qui est demandée. OK? C'est périhélie, pas périphélie. Périhélie et aphélie. Effectivement, dans un cas, c'est hélie, dans l'autre, c'est aphélie. Bonne remarque. C'est écrit ici, de toute manière. Allez, on continue. Donc, des questions toutes simples, hein, je prends les points. Maintenant, on va parler de la satellisation de Rosetta. Je vous ai dit, on ne pouvait pas faire un sujet sur une trajectoire elliptique parce qu'on ne sait pas parler de vitesse, etc. Tout ça, c'est post-bac. Donc, quand on en a parlé, quand on a dit quand est-ce qu'on peut appliquer la troisième méthode en cours, je vous ai dit sur un mouvement circulaire. Donc là, ça tombe bien, on se retrouve dans une situation, la satellisation de Rosetta, où on va avoir une trajectoire circulaire, c'est écrit ici, à une altitude de 20 km. Qu'est-ce que je dis? Le référentiel d'étude. On vous donne le référentiel. Donc, certains, attention, ont parlé de référentiel héliocentrique. Donc ici, quand je m'intéresse à la satellisation de Rosetta, évidemment, le référentiel ni héliocentrique ni géocentrique. Pour certains, j'ai mis dans la correction, c'était un référentiel cométocentrique. Et je crois que M. Clerc, qui a fait la correction de cet exercice, c'est ce qu'il a écrit sur son corrigé. Donc, vous retrouverez ça dans le corrigé. Oui, c'est ce qu'il a marqué. Cométocentrique, ça veut dire centré sur la comète. On n'en attendait pas autant de vous. Alors, première question, faire un schéma de Rosetta. Alors, attendez, Franck, si jamais un jour c'est demandé, la comète ira plus vite lorsqu'elle se rapproche du Soleil au périhélie. La comète va plus vite lorsqu'elle est au niveau du Soleil au périhélie, bien sûr. C'est ce qu'on a démontré dans la question précédente. Alors, faire un schéma de Rosetta en orbite autour de la comète en précisant le vecteur unitaire U orienté de Rosetta vers le centre de la comète. Attention, dans mon cours à moi, je l'avais appelé UN, U normal. On me dit U, ok, je m'adapte, je prends U. Donc, ceux qui mettent UN, c'est dérangeant. C'est pas pénalisant, mais c'est dérangeant. Le vecteur modélisant la force d'interaction gravitationnelle. Donc, il faut que je représente deux vecteurs. Forcément, si je n'en représente qu'un, je n'ai pas les 0,25 de la question. Et ensuite, on me demande de donner l'expression vecteur de ces notations-là. Donc, s'il vous plaît, encore une fois, adaptez-vous. Donc, je retourne sur ma copie d'élève. Alors, nous avons ici, c'est fait au compas, c'est sympa, d'accord? Pensez à prendre un compas pour l'épreuve. C'est toujours mieux, il y en a qui m'ont fait un rond à l'arrache. Bon, ben voilà, encore une fois, je vous rappelle, si je vois ça, plus des vecteurs, à un moment donné, ça va finir par pénaliser votre copie. Alors, donc, j'ai le vecteur unitaire U, qui est bien normal à la trajectoire circulaire. L'élève a ici aussi fait bien sûr ce qui était demandé, la force exercée par la comète sur Rosetta. Faites attention, j'ai vu sur des copies une force dans l'autre sens, dirigée vers Rosetta et qui partait de la comète. Donc attention, non, la comète attire Rosetta. Mon système d'études ici, c'est Rosetta. Donc Rosetta est attirée par la comète, la flèche doit donc déjà s'appliquer en Rosetta, puisque c'est le système, et aller vers la comète. Donc ici, j'ai les 0,5 points pour le schéma. L'élève est allé plus loin. Il est allé préciser que R, c'était la distance entre le centre de la comète et Rosetta. Il a ajouté que R était le rayon de la comète, grand R, et H, son altitude. Je trouve ça très bien. D'accord? Du coup, il applique le cours en disant que c'est R carré, parce que dans le cours, je crois que je l'ai noté petit r ou petit d, ça dépend, bref. Et il précise que R, c'est R plus H. Donc, c'est impeccable, c'est rigoureux. Il s'adapte aux notations de l'énoncé, c'est important. Pas de questions là-dessus, j'espère. Ok, ça va. Allez, je continue. Question suivante. Donc, la question était sur 0,5. Hein. La question 2,2,1. En supposant que le poids de Rosetta est égal à la force d'interaction gravitationnelle, donnez l'expression vectorielle de petit g en fonction toujours des mêmes données. Donc, on y va.
je me sers de ce que l'on me dit, je pars d'ici. Le poids est égal à la force d'attraction de la comète sur Rosetta. C'est exactement ce qu'on a dit à la surface de la Terre, hein, ça a été dit en première aussi. Qu'est-ce que le poids? Bah, le poids est la force d'interaction gravitationnelle exercée par une planète sur un système qui est à sa surface. Donc ici, la comète sur Rosetta. Donc j'applique. Ce que j'apprécie ici, c'est que l'élève ait marqué mg et pas le petit mg du cours. Ici, c'est le poids de Rosetta. Donc c'est la masse de Rosetta. Donc la masse de Rosetta se simplifie des deux côtés et il va rester seulement la masse de la comète. Et donc, j'ai donné l'expression de G. Dans cette question, vous aviez 0,25 pour dire que le poids c'est mg, 0,25 pour arriver à ça. D'accord? Donc là, sur les copies que j'ai corrigées, la plupart ont eu les points. Je continue le sujet, on en est ici. En supposant que Rosetta n'est soumise qu'à l'interaction gravitationnelle avec la comète, l'expression vectorielle de l'accélération AR de Rosetta en fonction toujours des mêmes données. OK, donc là, je me doute bien que je vais utiliser la deuxième loi de Newton puisqu'on me parle de force qui s'exerce et on me dit il n'y en a qu'une et on me demande d'exprimer A. Et je sais que le lien entre A et les forces s'obtient grâce à la deuxième loi de Newton. Donc, l'élève utilise la loi de Newton, il précise le système, je trouve ça très bien, je vous ai dit, chaque fois qu'on utilise la deuxième loi de Newton, c'est important de rappeler le système, le référentiel, le bilan des forces. Donc le référentiel est considéré galiléen, c'est bien, elle n'a pas tenté le héliocentrique ou géocentrique. Rosetta n'est soumise qu'à la force d'attraction de la comète, et donc elle applique la deuxième loi de Newton. De manière très rigoureuse, non, un petit, tiens, vous voyez le petit manque de rigueur? Ah, il apparaît ici. Elle l'a rectifié derrière, donc ça aurait pu être amélioré dès le départ. Donc je l'applique bien sûr cette deuxième loi de Newton à Rosetta et sa masse dans cet exercice et noté grand M. Donc il aurait fallu noter grand M ici. D'accord? Donc, je mets du grand M ici. Je n'oublie pas de dire que ce membre-là s'annule parce que la masse est constante. L'élève ici ne l'a pas fait, mais parce que ça a été fait dans l'exercice 1. Donc, je vous ai dit, si on l'a déjà fait une première fois, inutile de le refaire. Donc, ce membre-là disparaît. Il ne reste que ceci. Je reconnais ici l'accélération dV sur dt et donc la somme des forces extérieures, qui n'est que la force d'interaction gravitationnelle de la comète sur Rosetta, est égale à ma et je peux simplifier par le m. Hein. Vous voyez qu'ici, on a un défaut de rigueur, un petit problème, rectifié par l'élève parce qu'elle a rajouté m égale grand M. Donc, ça passe, c'est excusé. Donc, on obtient l'accélération. Vous pouvez noter que l'accélération, c'est exactement la même expression que celle que vous venez de trouver dans la question précédente, puisque vous avez encore une fois qu'une chute libre, grosso modo, n'est soumise qu'à son poids, donc l'attraction de la comète, et donc A égale G, et donc c'est normal que vous ayez la même expression. OK, 0,5 points aussi pour cette question-là. Pas de questions, j'enchaîne. Donc, on passe à la 2.3 et on vous demande, ça y est, on est vraiment là dans la partie satellite, montrer que dans l'approximation d'un mouvement circulaire, la valeur V de la vitesse de Rosetta a pour expression ce machin-là. Donc, on y va. Je ne me souviens plus si le candidat l'a traité correctement. OK, très bien. On est obligé. Alors Mathieu, je vais répondre à ta question parce que je pense que j'ai d'autres élèves de d'autres terminales qui m'écoutent aussi. On est obligé de dériver P car dans un livre, j'ai vu que simplement dire que fx égale ma suffisait. Effectivement, déjà entre nous au lycée, les enseignants ne l'enseignent pas de la même façon. La deuxième loi de Newton, c'est la somme des forces extérieures égale dp sur dt. Des enseignants qui écrivent que la deuxième loi de Newton, c'est somme des forces extérieures égale ma. Donc de la même façon, qui vont partir de la définition, on va dire, originelle de la deuxième loi de Newton, et bien de la même façon, tu auras le jour du bac des évaluateurs qui apprécieront, qui auront besoin que si tu écris d'après la deuxième loi de Newton, tu écrives réellement la deuxième loi de Newton. D'accord? Donc effectivement, là, sur ce petit point-là, moi, je vous conseille d'écrire réellement la deuxième loi de Newton. Donc, somme des forces extérieures égale dp sur dt. Ça prend une ligne de plus. Je pense que ça ne fait pas de mal pour le post-bac aussi d'être rigoureux et de revenir à la source. OK? Alors, du coup,
Pour la suite, ça marche. Peut-on tomber sur des cas où FX alors, Victor, pour répondre à ta question, ce n'est pas possible en terminale. Ça sous-entendrait que dans ce cas-là, rappelle-toi, on l'a obtenu parce qu'on a considéré qu'il n'y avait pas de variation de masse. D'accord? C'est ce qui permet donc, effectivement, la deuxième loi de Newton, en terminale, conduit systématiquement à la somme des forces extérieures égale ma, parce qu'on a considéré qu'il n'y avait pas de variation de masse. Donc en terminale, c'est pour ça que on peut faire cette approximation, on va dire, ce raccourci, puisqu'on se met dans le cas où il n'y a pas de variation de masse. Dans le post-bac, ce ne sera pas forcément le cas. Hein. Donc c'est important. Hein. On vise penser qu'il y a le bac, c'est une chose, mais il y a aussi des élèves qui vont continuer dans des études scientifiques et la rigueur, elle doit s'acquérir au plus tôt. Alors, je continue, je me souviens déjà plus de la question. Voilà, oui, il faut montrer que dans l'approximation d'un mouvement circulaire, V peut s'exprimer de cette façon-là. Donc, là aussi, voyez que dans la question, on vous donne la piste. Il y a marqué dans l'approximation d'un mouvement circulaire. Donc, hop, moi, quand je lis ça, mouvement circulaire, je me dis, ah oui, qu'est-ce que je sais sur le mouvement circulaire? Deux choses. Je sais que le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire. Ça, c'est important. Or, comme l'accélération, c'est dv sur dt, ben, l'accélération, c'est donc dvut sur dt. Là, l'élève a fait un petit raccourci, elle n'est pas allée décomposer ce produit. Donc, dvut sur dt, c'est dv sur dt fois ut, plus v fois dut sur dt. Or, je suis dans l'approximation d'une trajectoire circulaire et d'un mouvement uniforme. Donc, dv sur dt égale 0 puisque la vitesse est constante. D'accord? Est-ce que j'aurais pas... J'ai ouvert que 2 copies d'élèves. Est-ce que j'ai pas quelque chose complet ailleurs? J'aurais préféré vous montrer quelque chose de complet ailleurs. Comme je l'ai fait en cours. Alors, si vous me laissez 2 secondes, s'il vous plaît, je vais essayer de trouver une copie où c'est peut-être plus détaillé. Qui c'est que j'ai qui s'en est sorti? Ok. Alors, je cherche. Ça va arriver. Ça va arriver, je pense. Il suffit que j'ai trouvé la bonne. Ok. Allez, je vous bascule là-dessus. Ok, vous l'avez en même temps que moi. Très bien. Alors, du coup, regardez ici. Donc, je repars. Donc là, l'élève écrit V égale V fois U, d'accord, vecteur tangent à la trajectoire. Donc l'accélération, j'écris ceci, je décompose comme ce que je vous disais à l'oral, mais c'est mieux de le voir écrit. Donc le mouvement étant circulaire, eh bien ce membre-là disparaît, dv sur dt égale 0. Attention quand vous me faites des accolades là, d'accord, l'accolade égale 0, je préférerais que l'accolade soit là-dessous. Ce qui est égal à 0, c'est vraiment dv sur dt, c'est pas U'. Hein. Donc, l'élève a appelé U' le UT, le U tangentiel, hein, pour différencier de U imposé par le sujet. Donc, l'autre membre, là, c'est écrit de manière rigoureuse, c'est la dérivée du vecteur tangentiel fois V. Et ça, on a admis, je vous ai dit qu'on ne le démontrait pas en terminale, on a admis que c'était V carré sur R fois U, le vecteur normal à la trajectoire, le U donné dans l'énoncé. Donc, vous avez d'un côté le A qui s'exprimait comme ça. De l'autre côté, le A qui s'exprime V carré sur RTHU. Donc, par identification, vous avez ceci égale ceci. OK? Et donc, vous en déduisez la vitesse. Donc, ça aussi, c'était la troisième méthode que l'on avait vue quand on avait parlé des satellites. Donc, quelque chose à maîtriser. Donc là, le sujet de bac blanc permettait de vous évaluer sur ces 3 méthodes travaillées en classe. Donc à vous de voir quels sont vos points faibles et ce que vous devez retravailler. La question suivante consiste à faire l'application numérique. L'erreur que vous
et je la déplore bien, c'est que vous oubliez de vous mettre ici avec des distances en mètres. Or, si vous regardez pour G, hein, c'est très important. Si vous utilisez le G qui vous est donné ici, vous voyez bien que dans l'unité de G, il faut des mètres. En plus de savoir que de toute manière, une distance s'exprime en mètres, hein. Donc, le G étant en mètres, si vous restez en kilomètres, ça ne peut pas fonctionner. Il y en a qui sont restés en kilomètres ici et m'ont mis kilomètres par seconde. Non, ça ne peut pas le faire, ce n'est pas homogène. D'accord? Donc, faites attention. Donc, voilà, on trouve 0,17 mètres par seconde. Et dernière question, il n'est pas demandé de la traduire en kilomètres par heure, hein, donc si vous le faites, ça rapportera, ça n'enlèvera rien. Dernière question, combien de temps Rosetta met-elle pour faire un tour complet de la comète? Donc c'est ce qu'on a vu en classe. Pour faire un tour complet, c'est-à-dire une trajectoire circulaire dans sa totalité, c'est d'écrire un cercle. Donc le périmètre d'un cercle, c'est 2 pierres, ce qui permet de calculer une durée, on l'a ici, hein, V égale D sur delta T, donc delta T égale D sur V. Ce delta T ici s'appelle la période, puisque c'est le tour complet. D, c'est le périmètre de Pierre sur V. Donc, pour avoir écrit ça, vous prenez 0,25. Et pour avoir fait le calcul en pensant aux conversions, bien sûr, vous prenez 0,25 de plus. Pareil, l'élève converti en jours, ce n'est pas demandé. C'est bien parce qu'effectivement, moi, 8,1 10 puissance 5, ça ne m'évoque rien, alors qu'effectivement, 9,4 jours, bah, je comprends, c'est plus concret pour moi. Voilà pour ce sujet de bac corrigé, exercice 1, exercice 2. D'accord? Vous voyez déjà d'une part qu'en 1 heure, c'est possible de le corriger. Donc, il est donc possible en 1 heure déjà, pas de passer à l'écrit, forcément à l'oral, c'est plus. Mais voilà, si on connaît, on maîtrise, on devrait aller assez vite sur ce genre de choses. Il n'y a pas énormément de réflexion. Mon stylo, voilà, il ne va pas arrêter d'écrire. Il n'y a pas de difficulté, c'est classique. Alors, par contre, vous avez beaucoup écrit, c'est vrai. J'ai vu certaines copies, et il y a à peu près 2 copies doubles. Une copie double sur le premier sujet, une demi sur l'autre. Alors, je vous retrouve lundi pour la suite du corrigé. Je ferai donc toute la partie chimie pour les 3 exos. Ceux qui ont fait SP ou pas, ce sera pareil. Je corrigerai lundi. Je vous encourage donc à continuer vos révisions, à travailler le chapitre 7 qu'on a vu hier. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Ça y est, on arrive au bout de cette semaine. J'espère vraiment que tout va bien chez vous, qu'il n'y a pas de soucis, que personne n'est touché dans votre entourage. Et je vous souhaite donc une belle journée, un bon week-end et à lundi.